ce thème qu'on a beaucoup entendu, qui est celui de l'exode urbain. Alors, qui est selon le livre de Pierre Merlin qui porte ce nom-là, c'est un phénomène qui, depuis les années 70, amène un solde migratoire positif dans la ruralité, 30 000 personnes par an. Donc c'est un phénomène régulier, mais pas massif. Euh, Bruno Faure, est-ce que sur votre territoire, vous avez perçu justement cet exode urbain ou est-ce que ça a fait un sac et un ressac? Et j'allais dire un petit peu les deux. Oui, oui, on a perçu cet exode et surtout cette volonté de vouloir renouer avec la ruralité. Preuve en est pour les départements, on le mesure assez bien, nous, avec les dotations à titre onéreux, les DMTO, hein, qui sont une taxe qui est perçue sur toutes les autres transactions, notamment immobilières. Ceci dit, bon nombre d'entre elles concernent des résidences secondaires. Un retour j'allais dire différé pour venir passer ma retraite dans le Cantal. Ceci dit, effectivement, on a tout de même effectivement deux types de populations qui sont arrivées. Soit je veux changer de vie parce que j'en ai marre de la trépidation, j'allais dire citadine, et je souhaite vivre différemment, à un rythme différent. Je viens y créer mon activité, donc je change carrément de vie, d'activité professionnelle, de lieu de vie et d'environnement global. Et puis une autre type de population qui est, je veux essayer d'exercer mon activité à partir du Cantal. Donc, avoir toujours des liens, effectivement, avec mon entreprise, avec mon environnement de clientèle qui se trouve assez loin du Cantal. Et pour cela, j'ai besoin, effectivement, d'infrastructures, euh, notamment pour pouvoir échanger. Alors qu'elles soient physiques pour pouvoir me déplacer ou pour pouvoir échanger et travailler. Et tout ce qui concerne le numérique, bien évidemment, est indispensable. Alors ça, c'était la première cible, finalement, cette troisième catégorie, c'était la première cible de Cybercantal à travers les télécentres. Euh, Est-ce que aujourd'hui, on est toujours dans ces mêmes dynamiques avec le télétravail à domicile, notamment? Oui, oui, bien sûr. Alors, dans le département du Cantal, c'est vrai qu'on a été précurseur, j'allais dire, au niveau des télécentres, des tiers-lieux. Aujourd'hui, on en a une quinzaine répartis sur l'ensemble du département, mais aussi pour travailler à partir de la maison. C'est vrai qu'avec le développement du réseau de fibres, hein, où l'objectif fin 2022, c'est 92%. Et puis, bien évidemment, on va sur du 100% enfin, l'échéance 2025. Je peux effectivement travailler de mon domicile et échanger des données avec des clients ou des fournisseurs. Donc, bien évidemment, ça reste une cible parce que dans un département qui perd de la population, il nous semble effectivement plus facile d'avoir 50 télétravailleurs que d'accueillir une entreprise de 50 salariés. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de petit gain effectivement pour inverser cette courbe. Et ça, c'est la maille, je dirais, départementale. Mais vous représentez ici aussi à cette table Laurent Wauquiez, président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes conseiller régional spécial délégué à l'Auvergne. Sur la maille auvergnate, est-ce qu'il y a eu des disparités ou est-ce que tous les départements d'Auvergne, et puis plus largement peut-être la région, ont vécu cette espèce de phénomène à la fois d'aspiration et puis comment ils en ont fait stratégie? Oui, alors il faut imaginer que sur la région Auvergne, et je salue messieurs Sauvade et Chico qui sont par là, qui sont les représentants de l'Allier et du Puy-de-Dôme et qui Il travaillent, y a Christian Chiteau, Michel voilà, Sauvade et Christelle Michel pour la Haute-Loire. voilà, que je n'avais pas encore vu effectivement, où les quatre départements ont initié la démarche du très haut débit d'une manière générale dès 2013. Donc, c'est dire que c'est ancien et depuis, effectivement, on essaie de déployer la fibre. Ce qui est à noter, c'est que nous la déployons à la même vitesse, à la même cadence sur l'ensemble des départements, puisque l'objectif des 92% au demi pour cent près sera équivalent sur l'ensemble des quatre départements. Donc ça, c'était une volonté, effectivement, qui est une avancée, j'allais dire, homogène sur le territoire et l'objectif des 100% est partagé par les quatre départements et bien évidemment par la région. Et ensuite, sur l'accueil de nouvelles, j'allais dire, de nouvelles populations, bien évidemment, je pense que les quatre départements travaillent dans ce sens. Alors, petite particularité, on a deux départements qui progressent en termes de population, hein, c'est souvent le Puy-de-Dôme et puis la Haute-Loire, Oui. et puis deux départements qui souffrent un peu plus en termes de démographie globale, même si en termes de flux migratoires, on est attractif, mais on a souvent une population un peu plus âgée qu'ailleurs, ce qui fait qu'on a du mal à équilibrer effectivement l'évolution de celle-ci globalement. Mais effectivement, on est une région qui accueille. Alors c'est
c'est la partie auvergnate. La partie rhône-alpine, bien évidemment, accueille naturellement et se développe bien plus vite que nous et on essaie de tenir le rythme derrière. Merci pour ce tour d'horizon. On y reviendra. Madame la ministre, hein, vous intervenez quand vous voulez. Est-ce que vous avez une bouteille d'eau? Est-ce que... Ah, voilà. Euh, Pierre Matonnier, on est ici effectivement à Aurillac, dans votre ville, dans la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, qui est, je dirais, qui représente la moitié du Cantal, hein, en termes de population, peut-être même un peu plus. Non, 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 56 000 habitants sur 145 000, un tiers. Ah, un tiers. Autant pour moi. Tiens, en l'occurrence, l'attractivité se fait, on le voit dans le Puy-de-Dôme, souvent les gens viennent à Clermont d'abord, puis ensuite vont s'installer un peu à l'extérieur. Oui. Donc il y a une responsabilité particulière de la capitale départementale en termes de stratégie d'attractivité. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce qu'Aurillac peut être perçu comme une ville attractive? Qu'est-ce que vous faites pour la rendre attractive et quelle est la part du numérique dans tout ça? Alors, Aurillac, le bassin aurillacois est attractif en soi, puisque aujourd'hui, c'est le lieu du développement économique et notre solde de population, hein, notre variation liée aux installations est positif, particulièrement positif sur le bassin d'Aurillac, parce qu'on a quelques entreprises qui se développent et qui font venir de nouveaux habitants et qui entraînent dans cette dynamique l'ensemble de la partie, alors pas suffisamment pour que ça redresse le solde démographique, mais ça, ça frémit d'une certaine manière et ça permet quand même d'asseoir le développement futur. Donc ça, c'est un premier point. Et pour que ces entreprises se développent, il est absolument nécessaire qu'elles aient des outils numériques. On est, vous l'avez vu, un département très enclavé. Et le numérique, eh bien, ça fait partie d'un des outils de désenclavement, notamment par les visios, par tout ce qui s'est développé pendant le Covid. Bon, on a absolument besoin de la ligne aérienne parce que le désenclavement physique, c'est aussi nécessaire. Donc, Indispensable, oui. mais l'ensemble de ces désenclavements possibles et de ces moyens de désenclavement font partie de la façon dont le territoire peut se développer. Et on a vu avec le Covid, donc des personnes qui sont venues télétravailler. Et donc, les infrastructures numériques sont absolument nécessaires dans ce cadre-là, parce que aujourd'hui, on travaille chez soi pour beaucoup, et puis je pense que la crise de l'énergie va aussi nous amener à nous interroger sur notre façon de vivre, et je pense que pour les territoires ruraux comme le Cantal, ça peut faire un outil majeur dans la mesure où l'outil numérique fonctionne, d'attractivité nécessaire pour justement faire venir de nouvelles populations. Alors, sur la ville d'Aurillac, il y a cet aspect économique, ce qui est un premier point. Et puis après, il y a tout ce qui fait la qualité de vie. Parce que il faut qu'il y ait de la culture, il faut qu'il y ait du sport, il faut qu'il y ait des solutions de chaque secteur, parce que sinon, l'attractivité, c'est un ensemble de choses qui fait que dans un territoire, on vit bien ou on vit pas bien. Et tout ça, c'est un ensemble où il faut travailler au plus près des besoins de la population. Et Madame la ministre, vous disiez la proximité, mais c'est absolument nécessaire pour répondre à tous les besoins et surtout de trouver des solutions qui soient adaptées, alors avec nos moyens, mais qui permettent de développer à la fois tous les aspects économiques, sociologiques, culturels. Et dans ce cadre-là, la fracture numérique, c'est aussi un des indicateurs. Donc, dans cet exemple de proximité, eh bien, on a créé un EPN qui a quand même, on l'avait inauguré, je crois, en 2018 ou 2019, un espace public numérique qui aujourd'hui a reçu 3300 personnes. C'est ça. Donc, il y a eu des publics qui étaient en besoin d'informations. Il y a eu des publics qui n'intéressent pas les grands faiseurs parce que c'est des personnes âgées, c'est des personnes qui ont des handicaps, etc. Donc, tous ces publics-là qui ont besoin d'être accompagnés et qui constituent un élément important de la fracture numérique, eh bien, l'EPN a répondu à cette demande. Donc, il faut à la fois de l'imagination et accompagner au plus près des besoins de la population avec ces usages numériques qui sont un des moyens de désenclavement du territoire. Et ça, c'est un autre aspect, finalement, s'occuper des populations qui sont sur place et faire œuvre d'attractivité, c'est-à-dire de maintien de ces populations aussi. Parce que souvent, on peut avoir des stratégies d'attractivité très
centrifuge, Mhm. non centripète pour le coup, c'est-à-dire chercher loin des gens, et puis on laisse un peu de côté ceux qui sont déjà là. Alors ici à Aurillac, il y a le campus connecté qui permet de retenir la jeunesse, hein, de retenir ces talents-là. Il y a aussi l'incubateur, la pépinière Catapulte. Catapulte, oui. Donc, comment vous articulez ça vis-à-vis de cette jeunesse, de nouveaux entrepreneurs? Enfin, est-ce que ça fait partie de cette stratégie finalement du département que de garder ses forces vives ou d'en faire venir d'autres? Alors, Catapulte, c'était une opération à la base portée par un groupe d'entrepreneurs qui ont souhaité se constituer en espace, en incubateur, et ça a bien fonctionné. Ils ont été accompagnés par la région, ils ont été accompagnés par peut-être le département, en tout cas par l'ACABA aussi. Donc, ça a été, et ils sont au village d'entreprise, qui est aussi une pépinière. Donc, ils ont des résultats, ils travaillent au quotidien pour accompagner des projets individuels, et ça permet bien sûr de conserver, voire de développer, voire de créer dans des conditions très favorables des projets qui sont souvent basés sur le numérique. Oui, ouais. Donc, Des startups, quoi. des startups, oui, voilà, des startups qui ont leur propre dynamique, mais il y a aussi d'autres activités, il y a y compris des artisans qui sont dans cet incubateur. Voilà. Bruno Faure, peut-être un focus sur le campus connecté qui participe de cette stratégie. Aujourd'hui, il y a le campus connecté qui est à Aurillac, alors qui non seulement permet de maintenir des jeunes en parcours post-bac, de jeunes cantaliens ici, sur le territoire, mais aussi d'en faire venir d'autres, comme je le vois à l'IUT. Il y a donc Aurillac, il y a Mauriac et il y a Saint-Flour, c'est ça? Il y a Saint-Flour, effectivement, le constat, c'est dire, je crois que sur l'utilisation du numérique, effectivement, on a déjà essayé de pallier à des carences constatées au niveau de l'État. On a parlé de la télémédecine, hein, tout simplement parce qu'on on a des problèmes en termes de présence médicale. On a parlé du numérique éducatif. On peut parler effectivement du campus connecté. La difficulté aujourd'hui, il faut savoir qu'un jeune rural sur deux ne suit pas effectivement d'études supérieures parce que c'est trop loin, parce qu'il y a des coûts, parce que effectivement il y a pas mal de contraintes et l'idée, c'était de rompre au maximum, on va dire, cette problématique de distance. Donc, effort du département en lien avec l'université pour développer l'antenne IUT, enfin l'antenne universitaire à Aurillac, en lien avec l'ACABA également. Et puis, on a dit, on va essayer d'aller un peu plus loin parce qu'on a 3 départements. On sait très bien que pas obliger les jeunes cantaliens à suivre que des études en biologie, en gestion ou en termes de statistiques décisionnelles. Il faut avoir des cursus un peu plus larges. On sait très bien qu'on n'aura pas non plus un nombre de cursus exponentiel dans le département. Donc, on s'est dit effectivement que le numérique était une possibilité, était une opportunité pour, j'allais dire, pour les jeunes cantaliens de pouvoir avoir, enfin, de suivre, on va dire, des cursus différents. Donc celui-ci a été développé au niveau de l'antenne universitaire en lien avec l'INSPE parce que suivre une formation, j'allais dire en numérique, en visio, c'est pas forcément très simple. On a tous vu pendant cette période de Covid hein, que suivre des réunions en visio, on avait la tension des fois qui pouvait baisser Pour le moins, oui. largement. Et donc, on imagine, lorsqu'on est étudiant, c'est pas forcément très simple. Donc, on s'était dit, il faut garder un environnement studieux et puis surtout avoir en quelque sorte un peu de coaching pour garder cette motivation à y arriver à s'organiser. Donc, tout ça, c'est en lien avec l'INSPE. Donc, ça a été développé sur le site de RIAC. Et ensuite, on s'est dit, il faut qu'on aille encore plus loin. Et donc, on avait demandé effectivement au ministère de pouvoir labelliser des sites, des antennes de ce site, ce qu'on a fait sur Mauriac et Aurillac. Et donc, pour garder ce volet studieux, effectivement, ils sont dans des lycées et toujours encadrés. Donc là, en l'occurrence, bien évidemment, c'était destiné aux jeunes cantaliens en premier lieu, mais il est évident que c'est ouvert et c'est un moyen aussi en termes d'attractivité de dire tiens, je peux aller habiter le Cantal puisque mes enfants pourront suivre des cursus universitaires. Ils pourront faire les études du qu'ils veulent Cantal. et pas les études qu'ils peuvent. Voilà. Donc c'est depuis le Cantal et donc ça c'est un outil important et qui aujourd'hui est en train de monter en puissance au niveau du département. Donc on en est parfaitement satisfait. Et c'est une brique supplémentaire. C'est pas ce qui va démultiplier la population du Cantal, mais c'est un élément supplémentaire et ce qui démontre effectivement que le numérique au gré d'innovation, au gré d'une politique offensive, peut être un facteur d'attractivité, de développement.
Merci. Merci Bruno Formin, merci Pierre Natonnier. Cyril Cotonna dans le Gers. Alors je rappelle il y avait une très belle opération, mais c'était il y a une dizaine d'années, qui s'appelait ne faut pas toucher au micro, surtout pas. Ils sont pré-paramétrés, donc tout va bien. Si le mute est allumé, ça veut dire qu'on vous entendra pas. Cyril, donc il y a une dizaine d'années, il y avait l'opération Solo dans le Gers, qui était quelque part aussi comme Cybercantal, une stratégie alors plus ciblée sur les indépendants. Hein, venez vous installer dans le Gers. Juste rapidement, peut-être un premier retour là-dessus. Et puis votre vision de cette histoire d'exode urbain. Moi, j'entends parfois des maires qui me disent, oui, bon, on va attirer de nouvelles populations, d'accord, mais il faut qu'ils s'intègrent. Il faut, il faut aussi qu'ils trouvent leur place, qu'ils jouent le jeu. Enfin, parce que l'attractivité, ça se joue à deux. Hein. Il y en a un qui débarque et puis il y a l'autre qui accueille, et puis on doit trouver un terrain d'entente et de vie à deux, si je puis dire. Alors, Maintenant, oui, ça, là, c'est bon. c'est bon. Si je reprends sur Solo, effectivement, c'est une opération qui avait été menée par la Chambre, la CCI du Gers, Mm. en collaboration aussi avec des collectivités. Effectivement, un retour assez positif parce que c'était à une période où le haut débit n'était pas et la connexion Internet n'était pas Généralisé. généralisée, plus les zones blanches, puisque dans le département du Gers, comme dans beaucoup de départements ruraux, on connaît beaucoup de zones blanches. Alors oui, il y a eu beaucoup d'activités, pas forcément sur des activités liées directement sur le numérique, mais il y a eu des reconversions, des gens qui ont pu faire du e-commerce, développement d'activités aussi liées plus à l'artisanat, et avec un développement qui plutôt a été plutôt vu autour de l'est du département ou du nord, donc des zones autour de l'île Jourdain, en proximité de la métropole toulousaine, bien entendu, et puis le nord, hein, c'est toute cette partie de la Lomagne, Lectoure, est très proche aussi de d'Agen. Voilà, excusez-moi. Le sud est un peu, on va dire que le sud du département et le sud-ouest, et j'en fais partie, est encore une zone très rurale où la première activité était l'agriculture, et toujours l'agriculture, où on a été parmi les derniers territoires à être fibré. Il y a eu moins de développement, mais c'est en train de changer. Alors ensuite, le couple urbain-rural. Pour faire un peu d'histoire, je viens du département du Gers, nous sommes des Gascons. Le Gascon est méfiant par nature, là, quand il ne connaît pas. Mais dès qu'il connaît mieux, etc., il intègre. Longtemps, on a senti, nous, ruraux, un mépris de la part des urbains, avec un grand U. Ah oui, forcément. D'abord, les jeunes, on allait, je fais partie de cette génération, suivre des études dans des villes importantes. Pour nous, c'était Toulouse, Bordeaux, Pau, Cork. Il y avait l'activité que l'on voulait, sportif, voilà, toutes les activités culturelles, etc. Et pendant longtemps, on a considéré que bon, ils sont bien gentils, c'est des cartes postales, des ruraux, mais c'est quand même, ce sont des lieux reculés. Et il y a eu une certaine méfiance, un certain mépris. Aujourd'hui, cette tendance est en train de s'inverser. Effectivement, on a un peu de tout. Moi, je crois que je vois des gens qui s'intègrent et qui s'intègrent de plus en plus, qui viennent vraiment de milieux qui n'ont aucun rapport avec la ruralité. Ça peut être effectivement des couples ou des gens qui viennent pour en pré-retraite ou passer la retraite, ou d'autres un peu plus actifs, mais qui ont un certain nombre, malheureusement, un certain nombre d'âges. Nous, dans le département du Gers, et compris dans les zones plus rurales, c'est quand même une génération autour de 50, 45, 50 ans qui vient s'implanter. Très peu de jeunes couples actifs, mais qui ont envie effectivement de s'intégrer, que ce soit sur le fonctionnement de nos communes, euh, participer à différentes activités, Ouais. participer à différentes associations. Donc, il me semble, et ça s'accélère depuis 2 ans, il me semble que la période du confinement que l'on a connue, de cette pandémie, a un bon côté, ce côté-là, qui finalement, on redécouvre la nature, on redécouvre que bah, on vit bien. Dans la ruralité, on a un cadre de vie qui est quand même important, un confort de vie aussi, malgré des problématiques que l'on connaît sur la mobilité, sur un certain nombre de dépendances, de problèmes énergétiques ou autres, mais quand même ce confort de vie.
on sort, on a de l'espace. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, les gens, y compris en milieu urbain, s'en rendent de plus en plus compte. Et de manière plus typique hein, sur cette question du numérique, est-ce que dans le Gers, il y a une efflorescence de tiers-lieux? Est-ce que parce qu'il y a aussi une petite mode hein, sur des tiers-lieux, on y reviendra demain en table ronde, mais on a fait beaucoup de tiers-lieux. Il y a des maisons France Service, il y a tout un tas de. Est-ce que aujourd'hui ça s'est intensifié? Est-ce qu'il y a beaucoup de conseillers numériques dans les mairies de vos adhérents de l'Association des maires ruraux du Gers? Alors, je crois que pour le numérique en particulier et pour beaucoup de dossiers, il y a un point important, notamment pour nos collectivités rurales, c'est la mutualisation avec un grand M. Savoir travailler ensemble pour que on puisse avancer ensemble et qu'il y ait des retombées sur l'ensemble du territoire. Et le numérique en fait partie. Alors oui, il y a des conseillers numériques, il y en a 6 dans le département du Gers qui ont été recrutés par le syndicat mixte de Gers Numérique, qui à la base a été créé avec l'ensemble des collectivités du département au travers des EPCI et du département pour pouvoir développer la fibre optique. C'est-à-dire que en 2025, pratiquement 100%, on va dire 95% des Gersois seront fibrés, FTTH, donc fibre à la maison. Les 10% seront réalisés, mais ça demandera un peu plus de travaux d'infrastructure importantes. Mais ça sera un réseau de fibre, un réseau public, dont la propriété sera des propriétés publiques. Et aujourd'hui, hein, le dernier opérateur à signer, à savoir Bouygues, pour pouvoir utiliser ce réseau. Alors, les tiers-lieux. J'ai envie de dire que les tiers-lieux, attention, il ne faut pas faire un tiers-lieu pour des tiers-lieux. On risque de se retrouver avec des bâtiments vides, équipés, des investissements et des bâtiments vides. Il y a quand même quelque chose qui a, là aussi, il y a eu un changement par rapport au confinement. Il y a eu un changement au niveau du travail, de la notion que ça soit dans la fonction publique ou dans le privé, puisque maintenant le télétravail s'est développé. C'est même devenu, et on le voit sur notamment des recrutements en termes de fonction publique, un vecteur de recrutement. Combien j'ai de jours de télétravail? C'est important. La question est posée. La question est posée. Donc aujourd'hui, plus des tiers-lieux, c'est de pouvoir permettre, même quel que soit l'habitant qui veut s'installer, d'avoir accès à la fibre et de pouvoir télétravailler depuis chez lui. Je crois que là, c'est un enjeu fondamental parce qu'il y a une évolution des esprits, une évolution notamment du monde du travail. Je pense que c'est la pandémie et donc ces nombreux confinements qui ont permis qui ont accéléré un peu cette évolution, on va dire, ce changement de paradigme et d'esprit. Et je crois on est dans un véritable changement là, y compris la ruralité. Je crois qu'il faut s'en saisir. Et du côté de la MRF au niveau national, quelle est la perception finalement au niveau de l'association de cet enjeu numérique? Est-ce que la MRF se positionne régulièrement sur des dossiers, les déserts médicaux notamment, enfin avec très force de proposition sur la défense des services publics de proximité notamment. Ce dossier du numérique, comment il est regardé? Est-ce qu'il y a une forme de consensus ou est-ce que c'est bon, nous ce qu'on veut c'est être tous couverts? D'abord, ça c'est le préliminaire, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une envie d'utiliser ces réseaux pour produire de nouveaux services? Absolument, parce qu'il y aura une première étape, et c'est important, c'est qu'il y ait tous les territoires soient couverts en fibre avec des réseaux, que ce soit des réseaux de fibre, que ce soit des réseaux 4G. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Si derrière, on ne met pas en place des services pour les usagers, forcément, pour les collectivités aussi, l'utilisation, à quoi vont bien servir ces réseaux? Et ces questions sont Faire du posées. Netflix ou de l'Amazon Prime? Ah, oui, il n'y a pas que. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Absolument. Et donc, derrière, c'est important de pouvoir, il y a aussi de lutter contre une forme d'acculturation du numérique, de pouvoir l'utiliser, que les usagers puissent l'utiliser de la plus simple possible, mais également les collectivités, que ce soit la plus petite commune jusqu'à la plus grande, parce que derrière, il y a quand même des problèmes, outre des problèmes de financement, puisque nos finances ne sont pas extensibles. Il y a aussi sérieux problème de compétences. Et ce n'est pas des propos durs que je tiens, mais
de compétences au niveau informatique parce qu'il y a de véritables métiers. Derrière, il faut quand même, comment dire, les gérer, ces réseaux. Il faut pouvoir développer des services qui peuvent être utilisés et compris par les usagers. Et donc, c'est toutes ces questions que l'on se pose au niveau de la MRF, sachant que pour nous, le numérique est transverse et aujourd'hui est devenu essentiel dans tout un tas de domaines, on l'a dit, que ce soit la culture, l'éducation, justement, avec notamment les campus connectés, la santé. Ça doit pas être un but, mais il doit être utile à l'ensemble de la population. Et un outil dont toutes les communes doivent également disposer. Est-ce que Michel Fournier vous a demandé de passer un petit message à Jean-Noël Barrot et Dominique Faure en particulier, sachant qu'il savait que vous les rencontriez? Ben, je vais un peu sortir du numérique, mais parce qu'on parlait de l'attractivité. L'attractivité des territoires, c'est de permettre d'accueillir des urbains et de leur donner des zones, de leur permettre d'avoir accès à tous les services. Donc derrière, c'est la question de l'urbanisme. Mais un double, voilà, problème Zéro du ZAN. artificialisation Absolument. nette. Sachant que on ne veut pas, on est tout à fait conscient, on va dire urbaniser à outrance nos zones rurales. Bien entendu, il faut pouvoir arriver à faire travailler ensemble ou vivre ensemble les activités que l'on retrouve dans la ruralité, c'est-à-dire l'agriculture, toutes les activités agriculture, mais il faut pouvoir aujourd'hui accueillir les jeunes, les couples actifs. Or, aujourd'hui, avec la montée le coût des matériaux, on sait très bien, moi je l'ai vu dans le département du Gers, un certain nombre de maisons anciennes ont été achetées, ont été vendues, mais ce sont par des couples qui ont, en moyenne d'âge, 50 ans, voire plus, et qui ont des finances. Et des couples plus jeunes, ils ne pourront venir dans nos campagnes que s'ils peuvent bâtir. Et c'est là. Et des couples jeunes, on en a besoin, puisque derrière, c'est quand même les enfants. Donc, ce sont les activités périscolaires qui fonctionnent, ce sont les écoles qui fonctionnent, ce sont les collèges après, ou les lycées, la même chose. Et donc, effectivement, je crois que encore plus au niveau de l'urbain, il faut absolument qu'il n'y ait pas une règle générale. Je ne veux pas opposer le monde urbain avec le monde rural, mais je crois qu'il faut encore plus la différenciation, ça que je le dis souvent, la différenciation est très importante entre l'urbain, entre le rural, et je dirais encore entre les ruralités et entre les campagnes, car il n'y a pas une seule ruralité, il y a plusieurs ruralités, et dans un département tel que le Gers, que je connais bien, il n'y a pas non plus une ruralité, mais plusieurs ruralités. Ce qui peut fonctionner au sud ne fonctionne pas forcément ou pas de la même manière au nord ou à l'est. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est comme ça que l'on pourra développer nos territoires, je pense. Madame la ministre, peut-être effectivement une réaction là-dessus, parce que votre ministère de tutelle est celui de l'écologie. Cette question de l'artificialisation nette, en tant que maire d'une commune proche aussi d'une grande métropole, c'est des questions que vous avez dû vous poser à un moment donné. Oui, donc je voudrais rassurer tous les maires qui sont dans la salle et redire ce que j'ai dit à midi autour de Monsieur le Préfet sur le ZAN. En fait, bon, c'est dommage que ce zéro artificialisation nette, cette communication qui est faite aujourd'hui à horizon de 2050, elle nuit à toutes les vertus que la loi climat et résilience porte dans son sein. Donc cette loi, c'est une bonne loi. Il faut véritablement qu'on franchisse une étape dans le domaine de l'écologie, de la transition écologique, je l'ai dit tout à l'heure. Cependant, la Première ministre, suite à un échange avec Christophe Béchu, mon ministre de tutelle, sur le sujet du ZAN, a bien sûr nous a laissé la possibilité de travailler sur les décrets d'application. Donc, dans les 2 mois qui viennent, on va travailler ces décrets d'application à tel point que messieurs les préfets de toutes les préfets de France ont reçu un courrier signé de Christophe Béchu disant de permettre de la souplesse. Parce que c'est 50% à horizon de 2030 et zéro artificialisation nette à 2050, ça fait peur. On ne sait pas comment on y va. Tout ça, ça sera à travailler avec les parlementaires, avec les élus locaux, avec l'Association des maires ruraux de France, mais aussi les autres associations d'élus pour essayer d'écrire
ces décrets d'application de la façon la plus pertinente, la plus juste, la plus progressive. Il est hors de question, évidemment, de ne pas permettre à des couples qui veulent s'installer en environnement rural de ne pas pouvoir construire leur maison. Donc, on ne peut pas avoir des injonctions paradoxales, l'une invitant les maires à porter du développement en leur sein, en environnement rural. On leur met la fibre optique pour qu'ils se développent et en même temps leur dire, vous construisez pas. Donc, tout ça, on en est extrêmement conscient. J'ai vu Pierre Fournier déjà plusieurs fois. Michel, pardon. Je le revois semaine prochaine. Oui. Monsieur le Président de la MRF. Et donc, l'idée, c'est de commencer à co-construire la façon dont on va travailler pour viser la moindre artificialisation de nos sols, mais en même temps permettre aux élus locaux de porter des projets en ruralité. C'est pas un coup près, c'est une trajectoire. On pourra continuer à construire, surtout si on fait de l'habitat écologique, ce serait pas ballot. Mais en l'occurrence, merci pour effectivement cet éclairage et donc ces décrets à venir dans les 2 mois. Cyril Cotonna, vous l'avez dit, effectivement, il faut s'emparer de ces réseaux pour fabriquer des services. Vincent Descœurs s'en souvient, lors du premier Ruralytique, il avait été dit, on fabrique pas les autoroutes de l'information pour faire rouler des grosses bagnoles américaines, sous-entendu les GAFAM, c'était que les GAF à l'époque, il n'y avait pas encore toute la famille. Et puis, on se souvient aussi, effectivement, de Cybercantal, ses tiers-lieux, et notamment le tiers-lieu de Murat. On va peut-être prendre le chose comme ça avec Bernard Delcros. À l'époque, vous êtes le président de la Comcom et le maire de Murat, hein, Non, maire d'un tout petit village. maire de tout petit village Et à côté, président de et président de la l'intercommunalité. Comcom. Et la particularité de ce tiers-lieu qui est à Murat, c'est de s'outiller d'un conseiller, de quelqu'un, une vraie personne qui va accompagner la démarche de télétravailleurs et d'indépendants à distance. Et ce qui a fait la différence, puisque je crois que le bilan aujourd'hui à 20 ans, c'est une centaine de familles qui ont été attirées sur le territoire de Murat. Depuis, il y a eu la cocotte numérique, il y a eu le Fab Lab. Donc, vous avez pu vivre de l'intérieur ce phénomène d'attractivité par l'outil numérique. Oui, on l'a dit tout à l'heure, le département du Cantal a été plutôt précurseur dans ce domaine en lançant le plan Cybercantal dès 1998. Donc, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Mais évidemment, le département ne peut pas tout faire. Et après, il faut que les territoires s'emparent de ces environnements favorables, en quelque sorte, pour mener des actions concrètes. Et donc, oui, très tôt, nous avons misé sur le numérique comme outil de développement, en fait, pour créer du service, pour garder des jeunes au pays, pour attirer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc voilà, ça remonte nous avons créé la maison des services au public, c'était avant les France Services, hein, les premières maisons des services qui étaient complètement équipées en numérique et en visioconférence en 2005. En 2006, nous avons créé le premier télécentre du Cantal en s'appuyant sur le programme Cyber Cantal. C'était en 2006. Dès 2007, nous avons mis en place des formations au télétravail parce que il fallait à la fois former des personnes qui souhaitaient télétravailler, soit des salariés d'ailleurs en entreprise, soit des personnes qui voulaient créer leur propre entreprise. Puis ensuite, le forum du télétravail que nous avons fait évoluer, l'espace de coworking. Aujourd'hui, voilà la cocotte numérique que nous avons créée en 2011, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans. Donc, un environnement favorable. La cocotte qui a une vocation de pépinière, en fait. Hein. Ouais, c'est une cocotte numérique, qui regroupe un peu à la fois un espace de coworking, à la fois de l'accompagnement et des formations autour du télétravail, des formations destinées à la fois à des responsables des RH d'entreprise ou à des chefs d'entreprise, mais aussi beaucoup à des personnes qui souhaitent s'installer, en créer leur propre entreprise. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs, des startups. Puis ensuite, un peu plus tard, le Fab Lab, qui est l'atelier de fabrication numérique, qui est venu intégrer cette cocotte numérique. Donc oui, nous avons misé sur le numérique parce qu'il faut aussi qu'on ait un cadre général national, des politiques régionales, des politiques départementales, mais il faut qu'après, les territoires de proximité s'approprient tout cela, ces outils, et mènent de manière concrète les actions pour pouvoir avancer et finalement atteindre les objectifs. Et les objectifs dans le Cantal ou dans le pays de Murat, c'était les mêmes. C'était renverser la courbe démographique. Je rappelle, nous disait Émilie, le Cantal fut un temps où on perdait 1000 habitants par an. Avec à la fois un solde naturel négatif et un solde migratoire négatif. Donc, le véritable enjeu départemental, mais aussi à l'échelle de chacun de nos territoires, c'était d'arriver à inverser cela. Et grâce à toutes ces actions qui ont été menées, et notamment au numérique, pas seulement, mais le numérique, ça va loin. Quand vous installez un acteur touristique dans un secteur un peu éloigné du Cantal, s'il n'a pas accès au numérique pour vendre ses produits, pour communiquer et vendre ses produits, il s'installe pas.
Donc, si vous voulez, la question du numérique, elle a des ramifications importantes et elle impacte de nombreux secteurs auxquels on pense pas forcément. Grâce à cela, nous avons sur le secteur muraille, aujourd'hui dans le département du Cantal, inversé le solde migratoire, c'est-à-dire qu'on accueille plus de personnes qu'il n'en part. Reste encore à inverser le solde naturel pour inverser globalement la courbe démographique, mais je pense c'est un objectif, c'est à portée de main. J'ai envie de dire, c'est à portée de main aujourd'hui pour l'ensemble des territoires et globalement pour le département du Cantal. Déjà, si vous arrivez à garder vos jeunes, vous préservez potentiellement votre solde naturel. Plus sérieusement, effectivement, aujourd'hui, vous êtes le président du Parlement rural français. Euh, Il y a un énorme travail qui a été fait, notamment à travers l'association Nouvelle Ruralité, puis dans un cadre européen sur ce qu'on a appelé un agenda rural. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Où est-ce qu'on en est de cet agenda rural et quelle est la place du numérique dans cet agenda rural? Alors, l'agenda rural a été mis en place en France, l'agenda rural français a été mis en place en 2019. En fait, il est issu du grand débat. Souvenez-vous, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, où quand même les voix de la ruralité se sont exprimées fortement et sont remontées jusqu'à Paris. Dans la foulée de ce mouvement des Gilets jaunes, le président de la République a souhaité organiser en France, dans tous les territoires de France, le grand débat. Et là aussi, les voix de la ruralité sont exprimées, notamment à travers l'association des maires ruraux de France, aussi à travers le Parlement rural français. J'ai le plaisir de présider aujourd'hui. Et nous avons de concert demandé à ce qu'un plan d'action concret soit mis en place, des mesures très concrètes en faveur de la ruralité. Et c'est comme ça qu'est né l'agenda rural. Et donc, un groupe de travail a été mis en place auquel nous avons participé avec la MRF et puis quelques autres personnes et structures et fait un certain nombre de propositions. Et c'est sous l'autorité, j'ai envie de dire, de Jacqueline Gouraud, qui était ministre de la cohésion des territoires et des collectivités locales, d'ailleurs. Et nous avons fait un certain nombre de propositions. Il y a évidemment des négociations avec le gouvernement. Et au final, un plan d'action concret qui comprend 181 mesures qui porte le nom d'agenda rural français. Ça s'inscrit aussi dans une logique, comme vous l'avez dit, européenne, un plan d'action concret de 181 mesures qui ont été mises en place. Voilà comment est né l'agenda rural. Alors, ça veut dire vous me dites, est-ce qu'il y a une place pour le numérique dans l'agenda rural? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, aucun territoire ne peut faire l'impasse sur le numérique. Et les territoires ruraux, le numérique, c'est la vraie opportunité de développement des territoires ruraux. On en parle depuis tout à l'heure et ce matin également, on l'a bien vu. Donc, évidemment que le numérique occupe une place importante dans l'agenda rural parce que, encore une fois, le numérique, c'est vraiment la chance des territoires ruraux pour créer du service, pour accueillir de nouveaux entrepreneurs, pour accueillir de nouvelles familles, parce qu'on peut, dès lors que les infrastructures sont au rendez-vous, on peut communiquer avec le monde entier, on peut travailler à distance, on peut accueillir, encore une fois, des entrepreneurs, on peut concilier finalement vie professionnelle et qualité de vie personnelle. C'est ça l'apport du numérique à la ruralité. Et dans des départements comme le nôtre qui ont souvent souffert d'enclavement physique, même si ça reste évidemment des sujets sur lesquels il faut travailler, le numérique a été vraiment la révolution qui a donné de nouvelles perspectives à la ruralité. Et dans l'agenda rural, il y a un volet numérique avec bien sûr un volet sur les infrastructures, on en a beaucoup parlé parce que ça commence par là, infrastructures de très haut débit, mais aussi de téléphonie mobile, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Ce sont deux choses liées, différentes, mais on a besoin des deux. On a besoin des deux. Donc, il y a tout un volet sur ce sujet et l'Auvergne, c'est vrai, et le Cantal était en avance parce qu'il y avait un plan qui avait été mis en place à l'échelle de l'Auvergne avec les 4 départements qui avaient bien anticipé, qui avait été plutôt visionnaire à l'époque et qui avait anticipé l'importance de l'arrivée du numérique dans les territoires ruraux. Et puis ensuite, des dispositifs plus ciblés. On a beaucoup parlé de campus connectés. Ça fait partie des mesures de l'agenda rural. Le Cantal en bénéficie et le Cantal s'est emparé de cette possibilité. Il y a eu le programme Fabrique de territoire où le Cantal, nous avons un territoire du Cantal, Serrégoul en Carladès, Vic-sur-Cère, qui a été retenu en tant que fabrique des territoires. Il y a eu les maisons France Service, les passes numériques, les conseillers numériques. Ils sont issus de l'agenda rural. Et donc, il y a eu à la fois un volet sur les infrastructures et un volet sur des dispositions plus précises, plus concrètes en faveur des territoires. Et vous proposiez tout à l'heure au représentant de la MRF du Gers de passer éventuellement de faire passer un message au ministre. Moi, je voudrais du coup le compléter sur ce volet numérique. On aurait beaucoup de messages à faire passer. Je veux d'abord remercier vraiment Jean-Noël Barrot et Dominique Faure d'être présents tous les deux aujourd'hui à Ruralytique et nous avons l'occasion de travailler régulièrement ensemble à Paris, mais ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir dans le Cantal et
Et pour nous, c'est aussi une marque de reconnaissance et du regard que vous portez, évidemment, sur Ruralytic, mais sur la ruralité en général. Donc, j'ai envie de passer 3 messages rapides. Je partage complètement ce qui a été dit sur le droit à construire. Il y aurait beaucoup d'autres messages, mais ça, nous avons d'autres occasions d'en parler. En tous les cas, on ne peut pas demander à des départements d'utiliser le numérique pour se développer, c'est ce que disait Dominique, et en même temps d'empêcher les familles qui viennent de construire. Parce que ceux qui viennent à la campagne, ils ont envie d'un petit bout de terrain autour de chez eux, pour que les enfants puissent courir autour du terrain, pour avoir un potager, etc. Donc ça, il y a une incohérence. Il y aurait une incohérence au niveau national à suivre 2 directions qui sont divergentes. Donc il faut le régler et tu as apporté des réponses positives sur le sujet. Mais sur le volet du numérique, 2-3 messages. Le premier, c'est qu'il faut absolument, je sais que c'est en bonne voie et tu l'as rappelé, il faut absolument pérenniser les conseillers numériques. Ils jouent un rôle extrêmement important, parfois adossés à des maisons France Service, parfois non, peu importe. En tous les cas, ils jouent un rôle extrêmement important parce qu'on parle tous du numérique, mais il y a une partie non négligeable de la population qui est coupée, qui n'a pas accès au numérique. Et à tous les services qui sont proposés par le numérique, on vit dans une société numérisée de plateformes, il y a des gens qui restent au bord du chemin. Et les conseillers numériques qui mènent des actions essentielles, qui ont un rôle essentiel pour cette inclusion numérique, il faut absolument les pérenniser, puisque le financement de l'État était sur 2 ans, un financement important. Le Cantal bénéficie de ce dispositif, sauf que les collectivités rurales n'auraient pas les moyens de pérenniser ces postes sans le soutien de l'État qui serait pérennisé. Donc, je sais que c'est en bonne voie et que les crédits seront inscrits dans les lois de finances que nous examinerons évidemment prochainement. Et qu'on votera, on va suivre ça de très près, bien entendu. En tous les cas, les conseillers numériques, il faut absolument pérenniser ces postes avec les aides de l'État. Le deuxième message que je voudrais passer, et je sais aussi que vous y travaillez et qu'on y travaillera ensemble parce que on se voit régulièrement, c'est que l'agenda rural date d'il y a 3 ans maintenant. Ça a été une première finalement, un plan d'action concret en faveur de la ruralité, issu du grand débat. Il date d'il y a 3 ans, il faut maintenant changer de braquet, si on veut dire, passer à la vitesse supérieure. Il nous faut un agenda rural nouvelle génération qui accélère encore les possibilités de développement des territoires ruraux, notamment à travers l'offre de services qui dépasse bien sûr largement la question du numérique. Donc je souhaite, nous avions été associés à l'élaboration de l'agenda rural 2019. Je souhaite vraiment qu'on puisse aller vers un agenda rural de nouvelle génération parce que, on peut jamais se reposer sur ses lauriers, qu'il faut toujours voir plus loin, aller de l'avant et accélérer parce que les choses vont très vite. Et puis le dernier point, on a beaucoup souffert. Alors, dans le Cantal et en Auvergne, pas trop, parce que la région et les départements avaient anticipé, mais malgré tout, dans la ruralité en général et sur la téléphonie mobile dans le Cantal, on a beaucoup souffert de retard dans les évolutions technologiques. Les progrès technologiques sont allés très vite, sauf que les investisseurs privés, ils sont allés dans les territoires denses, parce que là, c'était financièrement rentable, et les territoires ruraux à faible densité de population, ils ont été laissés de côté. Les choses ont été rattrapées, l'État a investi, les collectivités aussi, mais trop lentement. Et donc, il y aura d'autres progrès technologiques. Ne nous y trompons pas. Ça s'arrête pas, les progrès technologiques. Il y aura d'autres progrès technologiques. Donc, il faut absolument veiller à ce qu'à chaque nouveau progrès technologique, les territoires ruraux et le milieu urbain avancent au même rythme. C'est très important. C'est la condition de la réussite du développement des territoires ruraux. C'est comme ça qu'on arrivera à bâtir des territoires d'avenir. Donc, je veux vraiment passer ces messages. Sur les conseillers numériques, c'est en bonne voie. Sur l'agenda rural, j'espère qu'on pourra passer à la vitesse supérieure. Et surtout, attention de bien veiller sur les progrès technologiques et de pas compter uniquement sur le privé pour venir desservir les zones rurales. Donc, voilà les petits messages que je voulais vous passer avec encore une fois de grands remerciements pour votre présence ici aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, juste, les messages sont bien passés et on est solidaires. Je voulais juste rappeler que moi, je souscris complètement au fait qu'il faut que nous allions aussi vite dans les territoires denses que dans les territoires ruraux. Évidemment, je suis en charge de la ruralité, je vais tout faire pour. Mais il faut que tout le monde ici ait en tête quoi? Que pas d'argent public, c'est les acteurs privés, parce qu'il y a une rentabilité économique derrière, qui financent les infrastructures dans les territoires denses, et c'est l'État qui finance avec ses deniers publics le déploiement d'infrastructures mobiles et fixes dans les territoires ruraux. Donc forcément, c'est pas une raison pour que ça soit plus lent, mais c'est juste que tout le monde ait bien en tête que dans un cas, ça se finance par l'activité économique, dans un autre cas, ça se finance par les impôts, par la solidarité nationale. Merci.
Merci beaucoup. Je vais inviter Emmanuelle Corati, fondatrice de Back to Earth, et François Lavessière, fondateur de Oui Vivre ou Vivre, à me rejoindre ici au Manche Debout. C'est bon, chef. Installez-vous. On voulait inviter effectivement avec vous, en votre compagnie, deux entrepreneurs dans des sens différents, hein, qui essayent à la fois de soutenir ce désir de ruralité et de l'organiser. Parce que ça peut être une pulsion, on va appeler ça une pulsion rurale. En même temps, bon, ça s'organise parce qu'on y engage sa vie. Il ne faut pas se louper dans son choix. Donc, Emmanuelle Corati, vous êtes la fondatrice de Back to Earth. Pouvez-vous nous rappeler la genèse de ce projet, de ce collectif, qui veut dire retour à la terre, hein, et puis nous dire voilà, quels sont les prochains temps forts de Back to Earth. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors oui, nous, on est une association d'intérêt général qui a maintenant bientôt 3 ans. On s'est fondé sur un constat qui est celui de la vulnérabilité en fait du modèle urbain consumériste qui, dans un contexte global de transition et de crise, voilà, arrive à bout de souffle. Et face à ce constat d'impasse, on a en contrepoint en fait identifié un foisonnement d'initiatives absolument incroyable dans les territoires ruraux, une multiplicité d'acteurs qui inventent d'autres façons de travailler, de produire, de vivre ensemble. Et donc, on porte vraiment cette conviction profonde que les crises que l'on traverse sont aujourd'hui une véritable opportunité pour les territoires qui, avec les agriculteurs, portent donc un certain nombre de réponses aux enjeux et aux grands défis auxquels on est confronté. Notre association est là pour promouvoir et accompagner le retour à la terre et au territoire, voilà, dans un contexte d'enjeux de souveraineté alimentaire, d'organisation de notre résilience aussi. Et donc, c'est un retour à la terre pour nous qui s'articule vraiment autour de 3 dimensions qui sont à la fois distinctes et en même temps tout à fait reliées. Bien sûr, les enjeux agricoles avec un contexte de déprise que l'on connaît, puisque 50% des agriculteurs seront à la retraite dans moins de 10 ans. La question du rééquilibrage des territoires dont on traite aujourd'hui entre les métropoles trop denses et les territoires moins denses que peuvent être les petites moyennes villes et les territoires ruraux, mais également un 3e volet qui pour nous est absolument fondamental, qui est la reconnexion au vivant, retour à la terre au sens retour à la nature, des individus, des organisations qui aujourd'hui, on peut le dire, sont devenus complètement hors sol. Alors notre association s'est donné une double mission autour de ces enjeux, celle de médiatiser toutes ces initiatives foisonnantes dans les territoires. On le fait au travers d'une chaîne YouTube, on le fera prochainement au travers d'un observatoire du retour à la terre au territoire, avec en visée d'apporter de l'information qualitative et quantitative pour alimenter les politiques publiques, qu'elles soient nationales ou territoriales. Donc ça, c'est le grand objectif de notre rentrée. Et puis effectivement, on vous donne un rendez-vous où on sera donc en lien avec Ruralytic, donc les rencontres nationales du retour à la terre et au territoire, puisque quand on parle d'exode urbain, qui pour l'instant n'en est qu'au stade de signal faible, on peut le souhaiter, il faut vraiment l'accompagner parce qu'il y a plein d'impacts positifs comme négatifs autour de cette thématique. Ce sont des enjeux qui sont extrêmement complexes, très différents selon les territoires. Et nous, notre conviction, c'est qu'il faut rassembler et relier une grande diversité d'acteurs pour arriver à répondre à ces enjeux. Et donc, l'objectif de ces rencontres, c'est de rassembler les chercheurs qui vont nous apporter des éléments de perspective et de prospective. Donc ça, c'est pour voilà, avoir un peu une hauteur de vue. Des acteurs de terrain que sont les associations déjà à l'œuvre autour de ces thématiques, les entrepreneurs qui apportent leur innovation économique, les grandes entreprises, puisqu'aujourd'hui, je parle en tant qu'ancienne directrice de la RSE de grands groupes, il y a une dimension qui émerge qui est la responsabilité territoriale des organisations avec la question de l'emploi et de la territorialisation d'un certain nombre d'activités économiques pour qu'on soit moins dépendant. Bien sûr, les acteurs, les élus et les agents locaux de territoire, et puis les porteurs de projets. Le numérique sera évidemment au cœur des discussions, puisque pour nous, il n'y a pas de retour à la terre possible sans numérique. C'est le pivot aujourd'hui en termes, bien sûr, d'emploi, de télétravail, de création d'activités, mais aussi plus largement de cohésion et d'animation des territoires, puisqu'il y a de gros enjeux autour de ce sujet-là, cohésion sociale.
Peut-être on redit les dates et lieux. Oui, pardon, 9 et 10 novembre prochain à Clermont-Ferrand, donc pas très loin d'ici. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. Toujours en Auvergne. François Voilà. Lavessière, donc François a Bon, créé le mythique entre les aspirants ruraux et les territoires ruraux. Alors, oui, on va faire circuit, on va faire défiler parfait, vos j'ai slides prévu au fur et à quelques slides. mesure de votre présentation. Très bien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc nous, on n'est pas une association, on est un bureau d'études, un petit bureau d'études basé à Tours. On travaille depuis une dizaine d'années pour les industriels du recyclage, donc dans le domaine de l'environnement, et pour les collectivités, un peu partout en France. Et on s'est intéressé à cette question. Alors, moi, je suis géographe, donc c'est une lubie un petit peu de géographe de s'intéresser à ces questions-là, de migration notamment, et de territoire. On a donc créé Où Vivre, qui petit à petit s'est développé jusqu'à sortir cet été, une première version. Donc, notre objectif, si on peut passer à la slide suivante, notre objectif, c'est vraiment de parler de stratégie résidentielle, c'est-à-dire de faire passer la population, les individus, les citoyens, d'une mobilité résidentielle qui est souvent subie ou fantasmée à une vraie stratégie résidentielle. Et on sait, donc le contexte est le même pour tous, on sait qu'on vit dans un monde de plus en plus incertain, avec des crises environnementales, des crises économiques, des crises sanitaires, et une évolution des priorités chez les gens qui impacte le choix du lieu de vie. Ça, c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus flagrant. Mais seulement face à la complexité et au risque. Pourquoi au risque? Parce que les gens n'ont pas le droit de se planter. La plupart des gens sont des classes moyennes, ils aimeraient partir, ils ont cette volonté, cette envie de vivre ailleurs, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de rater cette migration. Donc, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est l'immobilisme ou le choix raisonnable et qui est bien loin des aspirations qui étaient au départ. Or, ce qu'on pense, nous, de la stratégie résidentielle, on pense que c'est vraiment se placer dans un processus qui est individuel, voire individualiste et introspectif. C'est un changement de vie. Donc, ça prend du temps. Et pour ça, il faut s'émanciper des injonctions. C'est-à-dire, il faut arrêter, faut sortir des slogans, il faut vivre à Montpellier, il faut vivre à Bordeaux, il faut vivre à Nantes, etc. Il faut sortir des slogans, il faut prendre du recul et se baser, pour nous, selon nous, sur des hypothèses qui sont fiables, qui sont vérifiables, qui sont quantifiables, cartographiables, précises et à jour dans le temps. Et c'est les mêmes données qu'utilisent les collectivités pour faire les documents d'urbanisme ou les politiques locales et pour faire une analyse rationnelle de la chose. Donc, et ça permet aussi de développer sa curiosité pour d'autres territoires. Alors, vous avez tous eu la plaquette, je vois que mes slides défilent pas, donc je ne peux pas vous montrer visuellement. Simplement, parce que nous ne les avons pas. Ah d'accord. Tu me les avais envoyés ou... Oui, par mail, oui, c'est bien. Parce que j'ai regardé, je peux... Okay. Donc on va visualiser. Oui, vous avez visualisé et puis vous pouvez passer au stand pour voir toutes les subtilités de l'outil et les cas particuliers que je voulais vous montrer. Donc, vous l'avez bien compris, l'idée, c'est de fournir au grand public des outils professionnels, cartographiques, leur donner accès. Par là, on est aussi éthique, c'est-à-dire que c'est pas l'utilisateur qui est le produit. On ne fait pas de revente de données personnelles. On évite les effets pervers, qui pour nous sont des effets pervers que sont les labels et les classements. Alors, je dis pas que c'est mal, mais en tout cas, sur notre plateforme, on ne veut pas casser le jouet quelque part. C'est-à-dire que si on dit aux gens, si on leur indique d'habiter à tel endroit, ils vont tous y aller, ils vont casser le jouet, ça va devenir moins attractif, moins intéressant d'y habiter. On est indépendant, hein, financièrement, politiquement, et on est participatif et citoyen, chacun peut donner son avis. Pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec l'outil, par exemple, je peux afficher sur la carte de France les zones qui correspondent à mes critères. Par exemple, je veux habiter à moins d'un quart d'heure d'une gare SNCF et en même temps en dehors des zones inondables et en même temps à moins de 30 minutes d'un médecin, par exemple. Voilà. Et ça nous définit, ça nous affiche toutes les zones qui correspondent à nos propres critères. Et l'autre élément, c'est j'ai trouvé par exemple un bien, une maison, je clique dessus, je donne mon mode de déplacement à pied, à vélo, en voiture, et ça va me déterminer automatiquement toutes les zones d'accessibilité en 15, 30 ou 60 minutes qui me montre la cartographie en fait de là où je peux aller dans ce temps-là. Et si je clique sur la zone en question, je récupère l'information sur le nombre d'écoles, le nombre de médecins, etc., etc., le nombre de services. Voilà. Alors, pourquoi Où Vivre
selon nous, c'est au service des territoires ruraux. Pourquoi? Dans les politiques rurales. Parce que on génère des profils qui sont ciblés, c'est-à-dire qui sont issus d'une démarche rationnelle, d'une analyse approfondie des choses. Ils sont clairvoyants sur les avantages et les limites du monde rural. Mais par contre, ils ont besoin d'interlocuteurs dans les territoires qui vont répondre concrètement à leurs questions, à leurs besoins. On offre un support aux acteurs de l'attractivité, c'est-à-dire que l'application est nationale, mais elle est déclinable par territoire. Bientôt, où vivre Corrèze, où vivre Cantal, où vivre d'une communauté de communes, etc. On renvoie directement sur la carte, sur le même outil, les interlocuteurs locaux sur la carte. On envoie les liens vers les structures locales et les interlocuteurs locaux. Donc, notre modèle économique, pour finir, il est basé sur un abonnement premium individuel qui permet d'avoir accès à plus de données et plus de fonctionnalités, sachant qu'on aimerait que ce soit gratuit pour tout le monde à terme. Et un abonnement premium par territoire qui permet en plus d'héberger ou d'afficher des résultats d'observatoires, d'enquêtes, etc. Et là, je réagis à ce que vous disiez juste avant. Effectivement, ça peut être vraiment intéressant de visualiser tout ça à l'échelle nationale. Et avec le principe de déverrouillage du premium, c'est-à-dire que si un territoire travaille avec nous, il déverrouille la version premium pour l'ensemble des utilisateurs, peu importe s'ils soient premium ou pas, qu'ils soient abonnés ou pas. Voilà. Donc j'avais quelques illustrations à vous montrer, mais je vous invite vraiment à venir sur le stand, sur les déserts ruraux, sur la 4G, sur les zones inondables, sur les données de l'ARCEP, sur la fibre, et sur le prix de l'immobilier au mètre carré, qu'on arrive à descendre jusqu'au niveau de l'immeuble à l'échelle infracommunale. Merci beaucoup. Merci François Lavessia, merci Emmanuel Corati, on vous applaudit. Alors, on tenait à faire témoigner Emmanuel et François parce que c'est deux manières d'objectiver à la fois d'essayer de comprendre cette pulsion rurale, cette envie de ruralité et de l'instruire, de travailler avec les chercheurs pour voilà, mettre des mots sur ce désir-là pour que quelque part il puisse s'assouvir dans les meilleures conditions. Et puis d'un autre côté, avec François, c'est objectiver le territoire et ses critères. Parce que toute la question, c'est celle de est-ce que ça match ou pas. Donc avec effectivement où vivre, si on a des critères un peu rationnels, parce qu'il n'y a pas que du rationnel, mais il y en a quand même. Et puis c'est ce qui fait que si on se loupe sur le rationnel, c'est là que effectivement on mange le mur. Donc voilà. Donc vos réactions librement avant de donner le mot de la fin, Madame la ministre, vos réactions par rapport à ces deux manières d'approcher le sujet. Est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui peut-être se pointent sur nos territoires et qui n'ont pas frappé à la bonne porte parce qu'ils n'ont pas suffisamment réfléchi leur projet? Oui, je crois qu'effectivement, changer de vie, aller dans un autre territoire, il ne faut pas que ce soit parce qu'on veut fuir celui où on est. On doit y aller pour des bonnes raisons. Voilà, et je choisis ce territoire parce qu'il y a un environnement sympa, parce qu'il y a une politique culturelle qui me convient, une politique sportive, enfin un environnement, j'allais dire personnel, enfin de son projet de vie, effectivement, où on peut s'épanouir dans ce territoire. Et nous, pour les collectivités, ce qu'on doit faire déjà, c'est avoir l'infrastructure en termes de numérique, que soit la fibre, que soit le satellite. La chance, on l'a partout, ou que ce soit la téléphonie mobile. Voilà, mais c'est surtout, je pense qu'il faut arriver à accompagner ces candidats à l'expatriation, voilà. Et sachant que même dans le Cantal, certains sont venus et sont repartis, estimant que le week-end c'était pas assez actif pour eux parce qu'ils cherchaient un certain type d'activité le week-end et non pas les champignons, le vélo ou le ski, voire l'hiver. Donc voilà, mais il y a effectivement, il faut pas imaginer que chaque candidat, chaque personne qui en a marre de la ville puisse venir s'installer dans nos territoires ou tout du moins dans tous les territoires. Et donc il y a tout un travail d'accompagnement. Effectivement, à partir du moment où on a l'infrastructure, il faut être en mesure d'accompagner ces gens pour qu'ils s'intègrent le mieux possible. Et j'allais dire, il y a aussi des codes. Il y a aussi des codes. Quand vous êtes en ruralité, il ne faut pas imaginer que vous allez avoir l'environnement, les mêmes conditions qu'en ville. C'est vrai qu'on a des coqs, on a des vaches, on a des chasseurs chez nous. Voilà, ça fait partie de l'environnement cantalien. Et donc voilà, chacun doit partager avec l'autre l'accès à l'espace, effectivement. Et les bruits de la campagne. Et les bruits de la campagne, c'est important pour éviter d'avoir des soucis plus tard. Merci.
deux petites réactions ici. Vous avez levé la main et puis ensuite un mot de conclusion de Madame Faure ou peut-être Pierre. Non, mais un peu comme l'a dit Bruno, quoi. Je pense que aujourd'hui, il y a des gens qui sont satisfaits et qui se plaisent dans le Cantal, et puis il y a des gens qui quittent le Cantal. On en voit. Je pense que les mutations économiques expliquent aussi un grand nombre de départs. Donc, il y a on a la ville d'Aurillac qui est souvent une ville pour des fonctionnaires de premier poste. Et bon, on voit bien que, on le voit chez nos agents, on le voit sur les fonctionnaires. Bien, il y a une vie normale qui, c'est pas un échec de ne pas les garder, c'est leur vie normale. Il faut être ouvert et essayer d'adapter au mieux en offrant les services minimums, enfin, mais avec nos moyens maximum, de pouvoir les conserver sur place. Merci. Bernard Descroix, puis le Grand Sud-Ouest avec Cyril Cotonna et Dominique Faure. Oui, alors deux, trois points en réaction. Premièrement, je pense que l'accompagnement est déterminant et que c'est souvent ce qui fait la différence pour une famille qui veut s'installer ailleurs. Entre je m'installe ici plutôt que là, c'est de l'accompagnement souvent qui fait la différence. Donc, c'est très important. Et deuxièmement, alors, je nuance un peu ce qui a été dit. Je pense qu'on n'est pas du tout dans le contexte des années d'après 68. Les plus anciens s'en souviennent, où il y a des gens qui idéalisaient la campagne, qui se voyaient à élever, à garder des chèvres, etc. Et puis très vite, c'est tombé à l'eau parce que tout ça, ça n'avait pas été suffisamment mûri, préparé. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a une grande majorité des familles, des personnes qui viennent s'installer chez nous, qui ont un projet qui est réfléchi, qui est mûri. Elles viennent en connaissance de cause, elles savent pourquoi elles viennent, elles savent ce qu'elles vont y trouver. Après, elles restent le temps qu'elles restent. De toute façon, on vit dans un monde où on ne s'installe pas à un endroit, pour les jeunes, pour beaucoup d'entre eux, en tous les cas, pour toute sa vie, comme ça pouvait être le cas il y a 30 ans. Il y a beaucoup de mobilité, les gens se déplacent, mais je pense qu'en très grande majorité, les familles qui décident de venir en secteur rural viennent vraiment en connaissance de cause, en sachant ce qu'elles cherchent, ce qu'elles vont trouver et pourquoi elles viennent. Voilà, je voulais juste donner cet élément, cet éclairage. Cyril Cotonna. Oui, rapidement, effectivement, on est dans une période où il y a une forte mobilité, notamment de la part des jeunes générations, que ce soit au niveau de la vie, mais au niveau du travail, on le voit. On n'aura plus de jeunes qui feront une carrière pendant 30 ans, 40 ans dans la même entreprise. Il y a un esprit entrepreneuriat qui arrive de plus en plus. Bon, c'est un fait. La société évolue et on doit s'adapter. Je suis d'accord aussi, les projets on doit accompagner nous, collectivités, c'est très important. D'abord, que la vie à la campagne est différente, peut-être surtout dans nos départements qui sont voisins, que ce soit le Gers ou le Cantal, l'été ou l'hiver, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes manifestations ou activités l'été, et souvent, beaucoup de personnes. Alors moi, je suis dans un coin du département du Gers, à 7 km de Marciac. J'ai dit ça, j'ai tout dit. Je pense que Jazine Marciac. Et on passe de 1300 habitants à l'année à 20 000 habitants. Donc, vous voyez, 20 000 personnes. Enfin, c'est quelque chose de gigantesque. Mais l'hiver, c'est différent. Donc, c'est vrai que le projet doit être mûri, important. Et c'est vrai qu'on a un rôle, nous, de communication et d'accompagnement. Et puis, un dernier point, je partage tout à fait les propos de Bruno Faure. On a des codes à la campagne. Effectivement, quand on vient dans nos campagnes, il faut accepter d'être réveillé par le coq, les cloches, le tracteur le dimanche ou autre. Ça fait partie de la vie et il ne faudrait pas rentrer dans une forme de standardisation et d'urbanisation de la campagne. Ça serait une catastrophe. Merci. Merci Cyril. Madame la ministre, le mot de la fin. Alors, un petit mot juste pour vous remercier parce que ça m'a permis de faire connaissance avec Emmanuel et avec François. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié de ce qu'ils entreprennent dans l'économie sociale et solidaire, dans des entreprises à mission et dans l'intérêt général. Et je pense qu'on a bien besoin, nous, le gouvernement, de jeunes comme ça qui entreprennent pour essayer d'accompagner, ça a été dit plusieurs fois, tous ceux qui ont un projet d'aller habiter en ruralité. Donc, un grand merci à vous de nous avoir permis cette belle rencontre pour clore cette première table ronde. Merci beaucoup. Merci à tous les 5.